Salut, c'est Thomas Rozek. Le succès récent de la privatisation partielle de la Française des Jeux, la FDJ, et l'ouverture du capital de ce qui restait jusqu'ici une concession nationale a remis en évidence une contradiction vieille comme le royaume de France. Alors même que les jeux de hasard sont très officiellement et très légalement interdits par la loi de 1836, le régime des dérogations ont fait que l'État, notre État, s'est transformé en organisateur de ce qu'il est supposé prohiber, un super croupier en somme, car la demande en face est forte. Et même si le nombre de joueurs a tendance à diminuer, ce sont tout de même près de 26 millions de personnes, si on en croit les chiffres de la FDJ, qui s'adonnent à ce plaisir particulier. Mais pourquoi ? Pourquoi, alors même que les faibles chances de l'emporter devraient nous inciter à ne pas nous y risquer, on continue malgré tout massivement à remplir des grilles de loto ? Ce sera l'interrogation qui va guider notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pourquoi je joue à l'euro-million ? Je joue à l'euro-million parce que pour moi c'est un peu comme se payer un ticket de manège. Si on y réfléchit bien, quand tu fais un tour d'auto-tamponneuse, ça te coûte 4 à 5 balles et là pour 2,50 €, t'as le droit d'imaginer pendant 1 ou 2 jours en attendant le tournage que ta vie va changer et que tu vas devenir complètement riche. Donc c'est assez rigolo, tu te payes vraiment un tour d'attraction dans ta tête. Tu peux imaginer où est-ce que tu pourrais habiter, qu'est-ce que tu pourrais faire avec tout cet argent. Et tu peux même imaginer l'émotion que ça pourrait à la fois te donner à toi et celle que tu pourrais donner aux gens. Donc d'une certaine façon, moi c'est en tout cas pour ça que je joue. Je sais en gros que j'ai vraiment aucune chance de gagner jamais, mais bon, comme disait la pub, tous les gagnants ont tenté leur chance. Pour mieux saisir dans le détail les ressorts de ce goût pour le jeu, j'ai posé la question à quelqu'un qui s'est penché de très près sur les profils et les motivations des joueurs français, le sociologue Jean-Pierre Martignoni, chercheur à l'université Lyon 2, et je lui ai demandé tout bêtement pourquoi est-ce qu'on continue à croire qu'on peut gagner alors même que tout indique qu'on va perdre. Croire, c'est important, quoi. Bon, je ne fais pas un parallèle avec les croyances religieuses qui auraient diminué au profit des croyances ludiques, mais c'est vrai que face à l'évidence probabiliste qui inviterait plutôt à ne pas jouer, il y a ce que j'appellerais une évidence ludique qu'on trouve très bien dans le slogan de la Française des Jeux, 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est-à-dire, de fait, il y en a qui gagnent quand même. Il y a des taux de redistribution, alors ce qu'on appelle le taux de retour aux joueurs. Bon, à titre indicatif, pour la Française des Jeux, il y a 68% de l'argent qui est redistribué. Pour les casinos, c'est encore plus, c'est 85%. Pour le PMU, c'est 65%, et pour les jeux en ligne, 94%. Donc, de fait, il y en a qui gagnent. La Française des Jeux, par exemple, en 2016, a fait 235 millionnaires. Il y a 235 personnes qui ont touché 1 million ou plus. Et chaque jour, la Française des Jeux fait un gagnant à plus de 500 000 €, 3 gagnants à plus de 100 000 €. Donc, il y a un grand nombre de personnes qui gagnent, si vous voulez, y compris les gros pactoles. Donc ça, c'est très important. Déjà ça. Bon, n'oublions pas tout le travail marketing, de publicité, avec la modernité des jeux en ligne. Donc, il y a une omniprésence aussi, y compris dans l'espace public, des jeux d'argent. Il y a aussi beaucoup de gains intermédiaires, des petits gains. Je crois aussi qu'il y a ce que j'appellerais une socialisation ludique primaire, qui nous évite, qui nous sensibilise à ces jeux dès la prime enfance. On voit les parents qui jouent, on voit dans les tabacs ces jeux. Donc cette socialisation ludique primaire à l'endroit des jeux d'argent est très importante. Bon. Alors bien sûr, pour qu'on joue, il n'y a pas du gain. Il y a l'argent, on joue. En tout cas, toutes les études que j'ai faites montrent qu'on joue pour gagner de l'argent et non pas pour perdre, comme l'affirment certains psychanalystes. C'est important, il y a la crise économique aussi, de gagner de l'argent, à la fois alors pour améliorer l'ordinaire, quand on gagne des gains intermédiaires, mais aussi éventuellement sortir de sa condition sociale. Je crois qu'il y a une volonté de faire fructifier son argent, si on regarde par rapport au livret A, qui va peut-être encore baisser d'ailleurs, c'est-à-dire que les moyens d'améliorer l'ordinaire sont relativement restreints. Si vous voulez, les jeux d'argent, c'est un petit peu la bourse du pauvre. Je crois que le jeu aussi, les jeux d'argent notamment, c'est une manière de faire un écart, une parenthèse ludique, parfois très brève dans le cas des loteries de grattage. C'est une parenthèse ludique, mais qui est très intense. Ça laisse un espoir. Finalement, les petites lueurs d'espoir ne sont pas forcément très nombreuses pour bon nombre de gens dans un environnement morose, voire anxiogène. Je crois aussi que les jeux d'argent se situent quand même dans l'univers des loisirs. Quand les gens sont en vacances, ils vont davantage fréquenter les casinos. Il y a l'image de Las Vegas, des casinos.
On retrouve aussi ce que j'appelle le mythe de Crésus. Vous voyez, l'idée de transformer son argent en or. Ouais. Donc je crois qu'il y a une volonté alchimique chez le joueur. Un peu le mythe de l'Eldorado, de trouver le filon miraculeux. Autre chose, alors on présente ça parfois comme un impôt sur les imbéciles, les jeux d'argent. Moi je crois plutôt que c'est un impôt volontaire, démocratique, mais qui est volontaire. Pourquoi ? Parce que en fait c'est l'aléa, c'est l'aléa qui supprime en quelque sorte les hiérarchies sociales, c'est-à-dire tout le monde est à égalité devant le hasard. Donc il y a cet aspect aléatoire qui est symbolisé par la déesse Fortuna, qui est toujours présentée comme une déesse aveugle, les yeux bandés. Donc je pense que pour bon nombre de nos concitoyens, ça ne concerne pas seulement la France, ces jeux-là permettent de tirer son épingle du jeu pour les gens, notamment les gens, les catégories populaires, mais pas seulement. Si vous voulez, un petit peu, on pourrait prendre l'image du point révolutionnaire. Les gens de peu ont transformé un peu le point révolutionnaire avec le pouce de grattage, si vous voulez. On peut simplement avec son pouce, il y avait des publicités de la FDJ qui faisaient référence à ça. On voyait un amas de briques, des briques de construction, mais une brique c'est aussi 1 million dans le langage ordinaire, et on voyait un pouce qui émergeait. Donc je crois que cet argent qui est à portée de main en quelque sorte, parce qu'il y a une très grande proximité avec les espaces de jeu, est un élément important. Maintenant on peut jouer aussi sur Internet. Je crois qu'il y a un autre élément aussi qui renvoie également l'aspect plus ludique. Vous voyez, il y a une perspective très très ludique dans ces jeux, même si ça peut faire sourire, mais j'ai beaucoup enquêté là-dessus. Alors pour les paris hippiques, c'est évident, c'est par rapport aux chevaux. Donc il y a une expérience, si vous voulez. Bon, déjà parfois chez les turfistes, il y a une transmission ludique intergénérationnelle. On s'intéresse aux chevaux, aux courses, au palmarès des chevaux, mais aussi un travail ludique, les grilles de loto, d'euro-million, les joueurs passent beaucoup de temps dessus pour faire des probabilités. Le joueur essaie de s'améliorer, il a une carrière de joueur en quelque sorte. Et cette expérience ludique, si vous voulez, on va entrer dans le jeu. Alors, on dit en termes in ludo l'entrée dans le jeu, mais peut se transformer en illusio. C'est-à-dire, l'illusio, c'est quand le jeu se persuade que le jeu en vaut la chandelle. Donc le jeu, c'est intéressant. Les jeux d'argent, c'est intéressant. Ça peut être distrayant. C'est à la fois rassurant. Mais il peut avoir des montées d'adrénaline. On peut y passer des heures. C'est ça qui m'a surpris dans mes études, c'est que les joueurs passent des heures, que ce soit au PMU, autour des machines à sous. Donc, dans cette perspective-là, je crois que le jeu a une perspective existentielle. Vous y faisiez allusion indirectement, c'est-à-dire que le joueur va déclencher un cercle ludique vertueux, immuable, mais qui change à chaque coup. Et ça, c'est très rassurant. Vous voyez, il y a l'expérience, la carrière, mais donc le jeu est toujours là. On peut rentrer dans le jeu, en sortir facilement. On peut joindre l'utile à l'agréable. Et je crois que cette espérance ludique, ce que je nomme cette espérance ludique, n'est pas si idiote. Elle rejoint d'ailleurs l'interrogation que vous m'avez posée au départ. L'espérance ludique rejoint l'espérance mathématique, en fait. Voyez. C'est-à-dire, on s'aperçoit que les joueurs ont une connaissance intuitive des règles de la probabilité. Par exemple, ils vont étudier les écarts dans les numéros, ils vont jouer sur certaines machines qui n'ont pas donné depuis un certain temps, et souvent cette espérance ludique rejoint l'espérance mathématique, vous voyez. Ils jouent pas n'importe comment. Il y en a parfois qui jouent au hasard, mais ils jouent pas n'importe comment. Vous voyez, ça fait tout un ensemble de choses, bien sûr, avec les abonnements, avec tout ce qui est mis en place au niveau de la fidélisation des opérateurs de jeu, mais finalement, pour bon nombre de Français, ça représente une occupation, alors ça les empêche pas de travailler, d'avoir une vie de famille, etc., mais qui est parallèle un petit peu à leur vie ordinaire. Un seul gagnant au tirage hier soir de l'euro-million. Si ça devait vous arriver, savez-vous ce que vous feriez ? Voyage, acheter une Ferrari et puis donner de l'argent à mes enfants. J'arrête de travailler. J'aurai un infarctus et c'est les héritiers qui profiteraient. Ce portrait très actuel des raisons qui poussent à jouer, il entraîne une autre interrogation. Est-ce qu'il en a toujours été ainsi ? Est-ce qu'on a toujours, et pour les mêmes raisons, été attiré par le hasard ? C'est la question que j'ai posée à une autre chercheuse, l'historienne Elisabeth Belmas de l'Université Paris 13. Il faut bien savoir que c'est un phénomène qui est commun à plusieurs civilisations, qu'au départ, le sort, le hasard, c'est la manière d'interroger les dieux.
Et on voit bien que, dans des civilisations anciennes, par exemple, chez les hindous, on utilise les dés, qui sont un instrument de jeu, pour interroger le hasard, c'est-à-dire les dieux. Donc il y a vraiment un lien affiché entre, je dirais, l'utilisation d'instruments qui prédisent le sort et qui servent à deviner le sort, à interroger la divinité et les jeux de hasard. Le problème a été comment on est passé de cet instrument qui est un instrument sacré en quelque sorte à un instrument de divertissement. Et ça, c'est une longue évolution et c'est ce qui explique, entre autres, l'hostilité très longtemps manifestée par la religion chrétienne aux jeux de hasard. On voit bien que jusqu'à ce que les mathématiciens montrent que les jeux de hasard, le hasard, c'est le hasard, il n'y a pas Dieu derrière. On voit très très bien que les clercs, les théologiens disent mais pourquoi utiliser le hasard ? Pourquoi jouer avec des jeux de hasard alors que l'interrogation du hasard, même dans la Bible, sert à prendre des décisions sérieuses. Vous voyez, on voit bien dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que au fond, on interroge les dieux pour prendre une décision pour conduire le peuple donc juif dans tel ou tel endroit. Voilà, vous voyez, c'est absolument la racine pratiquement de tous les jeux de hasard. Et comment se fait le basculement justement alors du mystique vers quelque chose de beaucoup plus prosaïque qui est le divertissement ? Alors, là aussi, il y a plusieurs interprétations. C'est que les hommes ont trouvé que c'était très drôle, mais en même temps, il y a toujours cette dimension un peu sacrée. Quand vous allez jouer, par exemple, au loto avec des instruments tellement différents aujourd'hui, vous vous dites que c'est formidable si vous gagnez le gros lot. C'est que vous êtes un élu. C'est un signe que la fortune vous sourit. Et on voit bien que dans les jeux de hasard, ça reste. Ça n'est plus formulé en termes religieux parce qu'on est dans des sociétés totalement laïques, mais cette part de mystère demeure. Alors là où ça c'est un peu compliqué, c'est quand l'argent est devenu un enjeu. Au départ, probablement, les espèces monétaires apparaissent assez tardivement. Donc au départ, c'était par exemple, on pouvait jouer un animal, du vin. Il y avait des enjeux qui étaient des enjeux matériels et modestes. Et donc dans le jeu de hasard, il y a toujours la dimension divertissement. Alors aujourd'hui, les psychologues et les psychiatres vous disent que l'attente du sort, ça procure ce qu'on appelle le thrill du joueur, le frisson du joueur, et que ça fait sécréter des hormones et ça procure une sensation formidable, et que c'est ça qui fait jouer. Il y a donc à la fois cette sensation de thrill, et puis derrière, toujours l'idée que vous êtes probablement un élu du sort. Il y a une dimension qui est particulièrement intéressante quand on s'intéresse aux jeux de hasard, c'est leur régulation et leur encadrement qui s'est fait là aussi au fil du temps pour arriver à ce qu'on connaît nous aujourd'hui à l'époque contemporaine, qui est un encadrement quasi gouvernemental, étatique, même si les choses sont en train de changer. Je peux vous dire, en France, il a toujours été étatique. Ça a toujours été le cas ? En France, la monarchie a toujours mis la main sur les jeux de hasard, et le fait qu'aujourd'hui, pour la première fois, c'est privatisé, c'est un tournant historique. Ça, je peux vous le dire. Et justement, quel intérêt avaient les pouvoirs publics, même à l'époque de la monarchie, de contrôler ces jeux-là ? Alors, il y a toute une série d'arguments qui sont mis en avant, qui sont à la fois des arguments d'ordre religieux, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la plupart des pays, il y a eu conjonction entre l'Église et l'État. Je vous rappelle que c'est en 1905 en France que l'État et l'Église se sont séparés, mais que sous la monarchie, le catholicisme était une religion d'État en France. Donc il y a cette conjonction, et évidemment, à ce moment-là, sur l'aspect purement religieux, c'est toujours la méfiance de l'utilisation à des fins ludiques de procédures sacrées. Voilà. Deuxièmement, les jeux de hasard sont condamnés très très vite pour la fascination qu'ils exercent. Alors évidemment, nos ancêtres ne l'ont pas verbalisé de la manière dont je viens de l'expliquer. Ils n'ont pas expliqué que c'était le thrill du joueur, etc. Mais ils ont bien perçu qu'il y avait une forme de fascination dans le jeu, et entre autres le jeu de hasard, et ils disent que cela
nuit à l'ordre social. C'est-à-dire que les gens oublient de travailler, ils préfèrent passer leur temps à jouer, qu'ils oublient aussi leurs devoirs familiaux, et que s'ils jouent de l'argent ou leurs biens, eh bien ça peut conduire à la ruine sociale. Et à la ruine des familles, disent-ils, et ruine sociale. Et à quel moment le jeu devient un intérêt économique pour les pouvoirs ? Est-ce que ça c'est plus récent Oh non, très ancien aussi. Enfin, très ancien. Dans les pays où il y avait on s'aperçoit qu'au Moyen-Âge, par exemple, dans les Flandres, il y avait des maisons de jeu qui étaient des concessions de l'État, enfin des ducs. Et donc, dans ces maisons de jeu, le prince, le duc, touchait un pourcentage des sommes qui étaient jouées. Il y avait toujours une taxe qui revenait en partie au prince. Alors, en France, les loteries, entre autres, puisque ça a été donc parmi les jeux de hasard qui ont été surveillés le plus, étaient autorisés ponctuellement, et les princes, et donc à partir du moment où ils donnaient l'autorisation, ils pouvaient percevoir un pourcentage. Et en général, ils donnaient l'autorisation pour des raisons, si vous voulez, de charité publique. Ça leur évitait d'ailleurs de dépenser de l'argent. Au XVIIIe siècle, on a calculé que la moitié des églises parisiennes avaient été financées par des loteries. Vous voyez, la réflexion, c'est-à-dire le loto du patrimoine de Stéphane Bern, ça plonge ses racines dans les temps anciens. Et puis, là aussi, un autre tournant, en tout cas pour notre pays et les 3/4 des pays d'Europe, c'est lorsque l'État décide de devenir opérateur de jeu. Ça s'est passé très tôt dans des pays comme l'Italie, et dans des pays comme les Flandres. C'est pas un hasard, ce sont parmi les pays où le capitalisme marchand s'est développé très rapidement. Et donc dans ces pays-là, le jeu a été institutionnalisé, bien entendu, avec un retour sur l'État, un prélèvement. Ça s'est passé beaucoup plus difficilement dans d'autres pays comme le nôtre. Nous avons été un des derniers pays à créer une loterie royale en 1776, et bien entendu, la loterie rapportait au souverain. Il y avait, comme fonctionne aujourd'hui la FDJ, entre autres, il y a une partie qui est redistribuée aux gens qui ont joué, et puis l'autre revient à l'État. Et finalement, la vraie révolution, c'est la mise en retrait des pouvoirs publics avec cette ouverture du capital que j'évoquais au tout début. Même si, rassurez-vous, 20% de la Française des Jeux reste dans le giron national. L'État n'a pas encore totalement remisé au placard son costume de croupier. Merci à Elisabeth Belmas et Jean-Pierre Martignoni pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Victor Dubin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.